Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Dans quelques instants, je reçois Marcelo Otero, qui est professeur à l'UQAM et sociologue en fait en santé mentale. J'aurai l'occasion de l'interviewer en compagnie de Marie Toutan à l'émission. Ça sera fort intéressant. C'est un monsieur qui a beaucoup de choses à dire sur le domaine de la santé mentale. À l'Espresso, il sera question de définir l'égoïsme et on poursuivra aussi dans le dernier quart d'heure à l'Espresso allongé sur cette thématique que Pierre nous amène, définir l'égoïsme. Tout ça à l'émission Folie douce. On a bien sûr des chansons et on commence avec la première qui s'intitule « En moins d'une seconde » de Melon Galia. Bienvenue à Folie douce. Cheveux, s'inventer une histoire essentielle, satisfaire son orgueil, affecter son regard. Je veux bien rester naturel le temps d'un instant, me dire que je suis tel que je me suis rêvé, futile et tout en confiance. Je me sens disposé à démontrer le contraire. La peur d'avoir oublié qui l'on était hier soir, tant d'efforts déployés, on en fait bien des montagnes, en mesurer les effets, les expressions familières, le maintien, étudier l'implication passagère. Mise à jour, démasqué, pris de court dans le coup, dégrossi, ravisé, en retrait, mécontent, n'importe où, sauve ici, l'attention qu'on se porte, la beauté qui se flatte, les points forts qui s'affichent. Mais quelle charmante attention, quelle délicieuse manière, méritant des soupçons sur mes intentions, qui ne sont pas toujours clairs quand on veut discuter l'épaisseur de nos cheveux. Je veux bien rester naturel, le temps d'un instant, me dire que je suis tel que je me suis rêvé, futile et tout en confiance. Je me sens disposé à démontrer le contraire. Parler pour ne rien dire, sans plaindre et sans réjouir, devenir fréquentable en égard fallacieux, faire au sens société, être élu sans raison, discrètement dérangé, éviter le profil pas fameux des deux mains, décrier quand on veut discuter l'épaisseur d'un cheveu. Vous syntonisez Folie douce, l'émission qui vise à détruire les tabous du vaste monde de la santé mentale. C'est avec plaisir que je reçois notre collaboratrice Marie Toutan. Bonjour Marie. Bonjour Yvan. Bonjour encore une fois, bienvenue à notre micro et dans notre studio à Folie douce. Comme on a pris une bonne habitude, en fait, tu nous amènes des invités intéressants. C'est une habitude qu'on veut continuer d'ailleurs pour plusieurs fois dans l'émission Folie douce. On a le plaisir de recevoir aujourd'hui Marcelo Otero. Bienvenue à l'émission Folie douce, Monsieur Otero. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Ben oui, c'est gentil d'être là. C'est apparemment vous êtes quelqu'un on va apprendre à vous découvrir, en fait. C'est Marie qui vous a peut-être découvert avant nous, mais on va pouvoir vous faire découvrir à nos auditeurs. Vous êtes auteur et professeur à l'UQAM, entre autres. Vous êtes sociologue, en fait, de formation, c'est ça? Tout à fait. Je suis professeur au département de sociologie à l'UQAM. Alors, on va collaborer ensemble pour l'entretien. Donc, Marie, veux-tu peut-être nous parler? Est-ce que tu veux amorcer avec soit le livre ou avec
la question peut-être que Avec t'avais une déjà première prévue, question, moi, je veux dire, pour commencer, que je suis très heureuse de recevoir Monsieur Otero parce que c'est un homme très actif dans le milieu de la santé mentale et je dirais aussi très généreux. De sa participation lorsqu'on l'invite, soit à un colloque ou à donner une conférence. C'est toujours un plaisir pour lui pour nous de le recevoir. Pour l'auditoire. Pour l'auditoire, oui. Donc, j'ai une première question qui est très simple, qui est, pourriez-vous nous décrire spécifiquement qu'est-ce que la dépression? Ben, en fait, c'est une grosse question. Hein. Oui. On a du temps, mais on a du temps, pas énormément. On en c'est a. très bien. Ouais. On va commencer par, on pourrait évoquer la publicité du ministère des Services sociaux et de la Santé qui passe très régulièrement dans les médias, qui dit la dépression est une maladie, tout comme le cancer. Alors, je réponds à ça, c'est faux. La dépression n'est pas seulement une maladie du cerveau. La dépression, c'est quelque chose de bien plus complexe qu'on ne peut pas comprendre sans comprendre la manière dont on vit. La dépression ne s'explique pas par un dysfonctionnement du cerveau, sinon il faudrait penser que il y a 25 ans, 30 ans, les cerveaux se sont mis à dysfonctionner, on ne sait pas trop pourquoi, tous ensemble en Occident, il y a mal fonctionné, il y a déprimé. Puisqu'il n'y a pas des hypothèses très convaincantes pour étayer ça, pour dire il y a un virus, il y a quelque chose qui fait en sorte que les adultes dépriment, les enfants sont moins attentifs, etc. Depuis une quarantaine d'années, il faut regarder un petit peu ailleurs. Et si on fait un peu l'histoire des ancêtres des problèmes de santé mentale, par exemple la névrose, on voit que au XIXe siècle, Freud, les pères de la psychanalyse, avaient essayé de expliquer la névrose, c'est-à-dire l'équivalent de la dépression, je dirais jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Il disait, lui était un homme de science, on ne peut pas expliquer la névrose sans comprendre la société dans laquelle on vit. Il avait une phrase très belle, il disait, les névrosés sont des blessés civilisationnels. Ça n'empêche pas que la réponse ça peut être parfois psychothérapeutique, psychologique, etc. Mais les causes qui expliquent pourquoi il y a tellement de gens déprimés aujourd'hui, on ne va pas les trouver en regardant les cerveaux de tous les côtés. Donc il faut regarder la société dans laquelle on vit. Si je peux faire une petite analogie, un petit exemple qui explique un peu ce que je veux dire. D'un côté, on a, pour donner quelques chiffres, on a si on fait un moyen de tous les travaux épidémiologiques, on a entre 5 et 12% d'hommes qui sont déprimés, entre 12 et 25% des femmes qui sont déprimées, globalement en Occident. Si on prend le Canada, et la troisième cause de consultation d'un médecin généraliste, c'est la dépression. Après l'hypertension, le diabète, on trouve la dépression. Il y a 8 millions de consultations par année. Après, on a 6 millions de consultations pour l'anxiété. Donc la troisième et la quatrième cause de consultation d'un médecin au Canada, c'est deux problèmes dits de santé mentale. Si on regarde le Québec, on a des chiffres semblables. La première cause, c'est l'hypertension, après le diabète, ensuite la dépression et ensuite l'anxiété. Environ 1,5 million de consultations au Québec pour l'anxiété et pour la dépression, c'est-à-dire 3 millions en tout à chaque année. C'est énorme. Comment l'expliquer? Et c'est là un petit peu l'idée du livre. Voilà. Monsieur Otero, vous disiez, c'est intéressant quand vous faisiez référence à la publicité qui essaie justement de dédramatiser ou qui essaie peut-être de simplifier la chose, mais c'est peut-être un piège, dans le fond, ce que vous disiez, dans le fond, de dire que la dépression, c'est comme, il compare ça finalement à une maladie du type comme une maladie physique, comme le cancer, par exemple, qui est plus physiologique. Là. Tout à fait. Mais en même temps, on comprend la bonne volonté de vouloir démystifier tout ça. Mais là, l'autre piège, c'est ce que vous dites, justement, c'est peut-être trop réducteur, finalement. C'est beaucoup plus vaste et beaucoup plus sophistiqué que ça, la dépression, c'est ça? Tout à fait. Et en plus, si on vous dit la dépression est une maladie, automatiquement, vous allez voir un médecin. Ouais. Qui s'occupe de maladie? C'est les médecins. Et qu'est-ce qu'ils font, les médecins? Soit ils vous opèrent, soit ils vous donnent des médicaments. Ouais. Donc, on évacue un peu, finalement, toute autre forme d'intervention. C'est-à-dire, tout va bien, c'est votre cerveau qui a un problème, on a un médicament pour.
Et quand je dis on a un médicament pour, je donne quelques chiffres encore une fois. Les premiers médicaments exécutés en pharmacie, vendus en pharmacie au Canada, ce sont les antidépresseurs. Ah oui. Si vous regardez, et le deuxième, c'est les médicaments contre le cholestérol, par exemple. Si on prend le Québec, c'est les 12e médicaments les plus vendus, l'antidépresseur. Les premières, c'est les médicaments pour combattre le cholestérol. Donc, c'est énorme. Donc, nous parents vous dit, la maladie, la dépression est une maladie, donc vous allez voir le médecin vous donne un médicament, et ça devrait régler le problème. Ouais. Toutefois, quand on regarde les chiffres, qu'est-ce qu'on voit? La prévalence ne diminue pas. On prend de plus en plus d'antidépresseurs, ouais. C'est ce qu'on fait depuis au moins une vingtaine d'années. Premier médicament consommé au Canada, 12e au Québec, on en prend de plus en plus, et la prévalence de la dépression ne diminue pas. Ne serait-ce qu'à cause de ça, il faudrait regarder un petit peu ailleurs. Non? Pourquoi ça ne fonctionne pas à l'échelle du social? Est-ce qu'il ne faudrait pas regarder d'autres causes, regarder un petit peu plus largement ce qu'on appelle de manière un peu large des problèmes de santé mentale, et qui aujourd'hui expliquent tout? Oui. Et c'est ça un peu l'abus dont la dépression fait partie. Peu importe les problèmes, qu'il y ait un problème de criminalité, de chômage, des problèmes à l'emploi, des problèmes conjugaux, des problèmes avec les enfants, des problèmes au niveau du travail, des conflits, des problèmes criminels. On l'a vu avec les cas de Dr Turcotte, par exemple. Oui. Tout, vous dites, la personne était déprimée, avait un problème de santé mentale, et ça explique tout. Et pourtant, c'est faux. C'est-à-dire, la maladie mentale n'explique pas tout. Et d'abord, je fais toujours une blague, mais si vous achetez le journal le matin, vous achetez la presse, vous l'ouvrez et on dit un médecin, cardiologue, diabétique a tué sa femme. Alors vous dites, c'est quoi le rapport là, qu'il soit diabétique? Mais pourtant, si vous faites un peu les calculs, il y a plus de diabétiques qui sont en prison que des gens qui ont des problèmes de santé mentale. Donc, il est plus dangereux être diabétique ou avoir de l'hypertension que d'avoir des problèmes de santé mentale. Ouais. Les gens qui ont des problèmes de santé mentale ne sont pas plus dangereux que la moyenne. C'est-à-dire presque être normal, c'est un facteur de risque pour poser des actes violents. Donc, ces explications-là fonctionnent très bien au niveau de l'imaginaire collectif. C'est-à-dire, je dis, un homme tue sa femme, sa conjointe, ou une femme tue ses enfants parce qu'elle aurait été déprimée. On dirait que la chose s'est expliquée. Mm-hmm. Et non, ça n'explique rien. Ça n'explique absolument pas parce que la plupart des gens qui ont des problèmes de santé mentale sont soit très vulnérables, soit ils se font abuser. C'est des gens qui ont plus de problèmes qu'une cause aux autres. Donc, il y a un abus dans l'utilisation de tout cet univers extrêmement large et la ville de la santé mentale pour expliquer tout et son contraire. Ouais. Alors, M. Thérault, d'après ce que vous nous dites, nous sommes en quelque sorte en train de médicaliser les problèmes sociaux. Est-ce que les psychiatres, les professionnels sont ouverts à votre perspective? Oui, certains oui, d'autres non. Quand vous voyez, par exemple, une publicité qui dit de manière tellement taxative, tellement contondante, la dépression est une maladie, et ce qui est sous-entendu, prenez un médicament et ça va être réglé. Quand vous voyez que les compagnies d'assurance, les compagnies d'assurance salaire, si vous ne prenez pas le médicament quand vous avez un diagnostic de dépression, ils vont pas vous payer peut-être votre assurance salaire. C'est du chantage. Et vous n'avez presque pas le choix parce qu'en plus vous êtes fragilisé. Il y a quelque chose qui existe et ce sont les symptômes de la dépression. Ça existe. C'est pas une invention, c'est-à-dire les gens souffrent, les gens ont des problèmes dont on peut discuter après, mais la dépression, c'est pas une chimère, elle existe. Mais quelles sont les causes? C'est ça qu'il faut discuter. Il y a beaucoup de psychiatres, notamment les psychiatres, je dirais, dans la trentaine, les plus jeunes, qui sont relativement mal à l'aise avec leur pratique. Ils sont un petit peu fatigués de donner des pilules à gauche et à droite et de ne pas régler des problèmes. Mais la plupart d'antidépresseurs sont prescrits pas par des psychiatres, mais par des médecins généralistes. 80% des antidépresseurs sont prescrits par des généralistes. Et d'un point de vue, c'est tout à fait normal parce que la dépression est devenue tellement un mal général, quoi de plus naturel qu'aller voir les généralistes, parce que c'est plus un problème spécifique, c'est un problème qui est devenu un problème de société. Et c'est la porte d'entrée. Dans le fond, les gens, la première porte d'entrée, c'est leur médecin généraliste. Avant même de voir d'aller plus loin, fait que le médecin généraliste va
pas se poser de questions. On va dire, essayez ça. Si ça fonctionne pas, ben, vous verrez plus tard. Ben, c'est un petit peu trop facile. Absolument. Ici, comme vous dites, bon, c'est la porte d'entrée. Mais en plus, pour accéder à un psychiatre, c'est très compliqué parce qu'au Québec, il y a 1000 psychiatres. Donc, c'est pas beaucoup. Et les psychiatres, en général, je dirais qu'ils ne sont pas très intéressés à s'occuper des dépressions parce que c'est des problèmes tellement répandus. Et il y a entre guillemets tellement peu intéressant parce que la mécanique est toujours la même. On pose les diagnostics très rapidement. Vous pouvez le voir sur Internet, qu'est-ce comme de la manière dont on pose un diagnostic de dépression. Vous avez 9 critères, il faut rencontrer 5. Et quand vous lisez les critères, et si vous avez une semaine cherché de travail, vous allez voir que vous êtes déprimé. Vous rencontrez au moins 4 ou 5. Donc c'est très facile de s'identifier avec les items de la dépression. Et quand quelqu'un va voir un médecin généraliste avec ces symptômes-là, le médecin généraliste est piégé parce qu'il ne va pas vous dire non, je vais réfléchir, on va attendre un peu, parce qu'il n'a pas de temps, il a très peu de minutes, il ne peut pas vous revoir. Donc il y a tout un système qui fait en sorte que la seule réaction thérapeutique, entre guillemets, possible, c'est de faire tout de suite une prescription. Vous allez à la pharmacie, vous retournez chez vous, dans les mêmes conditions, rien n'a changé, mais vous allez prendre un médicament. Non, c'est assez fort. On a peu de temps, en fait, avant la fin de cet entretien, mais vous allez pouvoir demeurer avec nous parce que plus tard à l'émission, on va pouvoir poursuivre. D'ailleurs, parler du livre. Vous avez publié un livre. On peut peut-être même le nommer. Qui a été publié en 2012, Marie. Oui, exactement. Tu as la version avec toi. Le titre est L'ombre portée, l'individualité à l'épreuve de la dépression et c'est publié aux éditions Boréal. Je crois que M. Othello pourra nous expliquer davantage le titre tout à l'heure. Absolument. D'accord. Absolument. On va pouvoir y revenir un petit peu plus tard dans l'émission, demeurer avec nous. C'est fort intéressant. Puis ça nous donne une autre façon de voir les choses, en fait, une autre perspective sur la santé mentale. D'accord, merci. OK. Compter les faits, les méfaits dans un faux conte de fées. Passer les jours et les années à ordonner mais sonner. Compter les faits et les méfaits dans un faux conte de fées. Un faux conte de fées. Je parle d'hier, de l'histoire d'un jour, de cette poudrière où le temps n'a plus cours. Je décris au mieux mes projets ambitieux. Je fais mon mea culpa au rythme de la rumba. Je décris au mieux un monde vicieux où même les étoiles empilées. Je ne fais que passer les jours et les années à ordonner mais sonner. Compter les faits et les méfaits dans un faux conte de fées. Passer les jours et les années à ordonner mais sonner. Compter les faits et les méfaits dans un faux conte de fées. Un faux conte de fées. Il était une nuit, un marchand de bruit qui vendait de la pluie dans une ville en suie. Il disait ben quoi, je chante sous les toits de ceux qui n'ont pas de thunes et ceux qui ont de quoi. Il disait Seigneur, c'est la dernière heure où je vends mes mots, mes tours et mes calembours. Passer les jours et les années à ordonner mais sonner. Compter les faits et les méfaits dans un faux conte de fées.
Passer les jours et les années à ordonner mes sonnets, compter les faits et les méfaits dans un faux conte de fées, un faux conte de fées. Passer les jours et les années à ordonner mes sonnets, compter les faits et les méfaits dans un faux conte de fées. Passer les jours et les années à ordonner mes sonnets, compter les faits et les méfaits dans un faux conte de fées, un faux conte de fées. Passer les jours et les années à ordonner mes sonnets, compter les faits et les méfaits dans un faux conte de fées. Passer les jours et les années à ordonner les sonnets, compter les faits et les méfaits. Vous êtes branchés sur Folie douce. Soyez au courant des multiples thèmes de la santé émotionnelle. Nous voici maintenant rendus à notre bloc, un de nos blocs préférés, l'espresso, qu'on boit rapidement, des fois, et des fois moins rapidement. Aujourd'hui, qu'on déguste. Qu'on déguste, oui, l'espresso. L'allonger, ça, c'est un peu plus tard à l'émission. Alors, une chronique bonne jusqu'à la dernière goutte. Oui, exactement. Et Pierre nous amène le sujet « Définir l'égoïsme ». Oui. L'égoïsme, c'est bien connu. Oui, au fond... on n'est pas visé, là. Peut-être, on ne sait pas. Mais peut-être pas aussi connu qu'on le pense. Oui, en fait, on se demande à travers cet article que j'ai trouvé sur l'Internet, au fond, est-ce que ça ne serait pas une bonne chose d'être un peu égoïste? Mais pour en arriver à une conclusion, il faut commencer par savoir de quoi on parle. C'est quoi l'égoïsme exactement? Alors, c'est un article que j'ai trouvé qui est rédigé par le docteur Christophe André, qui est psychiatre et psychothérapeute. Et il nous dit d'abord, pour une définition, essayons de définir l'égoïsme, c'est-à-dire, ça pourrait être s'aimer et tenir compte de soi et vouloir vivre heureux, ce n'est pas de l'égoïsme. L'égoïsme, le vrai, c'est ne pas tenir compte des autres, toujours faire passer après soi. Cet égoïsme ferme la porte au bonheur, condamne à de petits plaisirs mesquins, matérialistes, au goût amer de solitude, comme ceux d'un enfant qui a pris tous les jouets, écarté ses copains et qui se retrouve tout seul dans sa chambre pour jouer. Le bonheur étouffe dans l'égoïsme, donc ça ne va pas ensemble. Toutes les études montrent que plus on est heureux, plus on a envie de se tourner vers les autres et de partager, et que beaucoup de nos bonheurs viennent des autres, comme l'affection, l'amitié et les amours. Ces envies d'égoïsme viennent parfois à celles et à ceux qui ont trop donné et qui sont blessés par ce qu'ils perçoivent ensuite comme de l'indifférence ou de l'ingratitude. Ils se disent alors, eh bien, puisque c'est ainsi, je vais devenir plus égoïste. Mieux vaudrait se dire, non, continue de donner, mais sans se sacrifier et sans attente de retour. Donne parce que cela te rend heureux et que c'est ton boulot d'humain de donner et de partager. Mais ne deviens pas égoïste, pas avare de toi-même et de ce qu'il y a de bon en toi. C'est plus de quand on dit de pas trop, un bon égoïste, c'est trouver un moment de se défendre nous-mêmes. De s'en garder pour soi. Ben, c'est dans le sens que quand c'est nécessaire, il arrive une injustice à nous, qu'on a des besoins qui sont pas remplis. C'est pas de l'égoïsme. Ou c'est un égoïsme qu'on se défend nous-mêmes. Oui, peut-être, oui. Alors, je vais continuer et je vais te parler du cas de Laetitia. À 32 ans, Laetitia est un modèle de dévouement. Elle dit « Je suis l'aînée de la famille de 7 enfants. J'ai depuis toujours l'habitude d'être à l'écoute. Et puis mes parents sont des gens ouverts, dynamiques, qui nous ont transmis l'amour du partage, le plaisir de faire plaisir. Mais attention, je sais aussi dire stop, ne pas me laisser envahir et me faire respecter. Cette petite dose d'égoïsme est effectivement nécessaire à notre survie psychique et même parfois à notre survie tout court. Le problème qui se pose à chacun de nous est qu'il n'existe aucun schéma comportemental préétabli susceptible de nous indiquer où placer la fameuse limite. Faut-il vraiment que je rende visite samedi à ma vieille tante qui m'adore alors qu'après une semaine de travail, j'ai besoin de me détendre avec des amis?
Dois-je passer mes vacances à la montagne, bien que je déteste cela, parce que mon partenaire est fan de ski? Dois-je rester pour mes enfants avec un compagnon peu attentionné qui me trompe? Faut-il vraiment que malgré mon petit salaire, je dépanne ma copine chômeuse qui promet de me rembourser alors que la probabilité que je ne revoie jamais mon argent est grande? Chaque fois, nous devons négocier avec notre sens du devoir, nos intérêts personnels, notre instinct de survie psychique, nos envies de plaisir, sans oublier que nos pulsions égoïstes et altruistes dépendent également de notre humeur du moment. Maintenant, pour un égoïsme bien tempéré, selon le philosophe Jeremy Bentham, notre vie durant, nous restons guidés par la quête du plaisir et de notre propre intérêt. Or, cette impulsion à penser d'abord à soi est parfois bénéfique à l'autre. Plusieurs études ont montré que les personnes mues par ces motivations égoïstes persévèrent davantage dans les associations caritatives que celles ayant des motivations altruistes. C'est assez surprenant. À l'inverse, les individus plus tournés vers les autres dépendent tellement du groupe que s'ils n'obtiennent pas suffisamment son approbation, ils sont déçus et renoncent plus facilement que les égoïstes. Se soucier de soi est psychologiquement sain, donc. Ce qui ne l'est pas, c'est de ne se soucier que de soi ou de ne pas s'en soucier suffisamment. Finalement, ce qui est nocif, ce n'est pas de vivre selon nos désirs, c'est de les imposer à notre entourage. Maintenant, faisons quelques définitions, par exemple de l'égoïsme ou de l'égocentrisme. L'égoïsme définit l'attitude de celui qui porte un vif intérêt à son moi, avec souvent pour conséquence un manque de générosité et de considération pour autrui. Il peut mener au repli sur soi et à la désocialisation. C'est le contraire de l'altruisme. L'égocentrisme consiste à se croire le centre du monde, une croyance mégalomaniaque, et à tout ramener à soi. Le narcissisme est, selon Freud, le complément de l'égoïsme. C'est une passion obsessionnelle pour son image qui tend à déboucher sur le culte de l'apparence. Et finalement, l'individualisme incite à privilégier les valeurs individuelles, c'est-à-dire l'autonomie, la liberté de choix, et à refuser la soumission au groupe, ou à la famille, au clan, au parti. Il favorise les comportements égoïstes, mais les individualistes ne sont pas tous obnubilés par leur moi. Intéressant. Alors, on pourra continuer peut-être dans la deuxième partie. Oui, bien sûr. On va continuer plus tard à l'émission à l'espresso allongé. Donc, définir l'égoïsme, comme tu dis, peut-être des fois, les gens ne connaissent pas aussi bien qu'ils le penseraient, finalement. Qu'est-ce que c'est l'égoïsme? Alors, on va pouvoir poursuivre sur le sujet. Merci, Ghislain. Merci Pierre aussi pour ton beau sujet. On poursuit à Folie douce. À venir dans l'émission Folie douce, nous poursuivons avec notre invité Marcelo Otero, sociologue, qui nous aide à voir la santé mentale d'un angle nouveau. À l'espresso allongé, ce sera la suite du sujet « Définir l'égoïsme ». Vous entendrez de plus en chanson « Jerry Can » de Annick Granger et « In Your Body » de Ariane Moffat. Vous souhaitez réagir au propos de l'émission, vous désirez participer à Folie douce, vous avez des suggestions, écrivez-nous par courriel à l'adresse foliedouce@antenne.qc.ca ou téléphonez-nous au 514-990-9604. Vous écoutez Folie douce, l'émission hebdomadaire qui démystifie les problématiques de santé mentale depuis plus de 20 ans. De retour au micro dans quelques instants.
De retour au micro à Folie douce, qui vous renseigne sur les difficultés émotionnelles. De retour au micro avec notre invité Marcelo Otero, qui est toujours avec nous. Elle était là en début d'émission et puis on poursuit sur le sujet. Et bien sûr, Marie Toutan qui est là pour co-animer cette entrevue. C'est intéressant. On parle d'une autre facette, une autre façon de voir, un autre angle en fait de voir la santé mentale avec M. Otero qui est justement sociologue et donc professeur à l'UQAM, qui a publié un livre qui, rappelons-le, oui, on va rappeler le titre. Intitulé L'ombre portée, l'individualité à l'épreuve de la dépression, et c'est publié chez Boréal. Et donc, M. Otero, qu'est-ce que c'est ce livre? Comment on peut le décrire de façon générale? En fait, c'est un livre qui essaie de montrer que la dépression est une maladie des sociétés. C'est-à-dire c'est un problème de société qui s'exprime certainement par des symptômes psychiques. C'est-à-dire quand on souffre, il faut souffrir d'une façon ou d'une autre. Il n'y a pas des milliers de façons de souffrir. Et on ne souffre pas individuellement, c'est-à-dire il y a des grammaires de la souffrance, c'est-à-dire tout le monde a les mêmes symptômes, donc on devrait se poser les questions pourquoi tout le monde souffre de la même façon. Ouais. L'idée de l'ombre portée, c'est tout simplement de dire, nous portons tous cette ombre-là, c'est-à-dire la souffrance psychique contemporaine, qui dans la figure la plus emblématique, c'est la dépression. Et jusqu'à, je dirais, à la Deuxième Guerre mondiale, la figure emblématique, c'était la névrose. C'était une autre figure qui représentait un autre type de société. Là, l'ombre portée aussi, ça veut dire que n'importe qui d'entre nous peut tomber en dépression. Alors, il ne faut pas nécessairement avoir des préalables pour tomber en dépression. C'est-à-dire la dépression, tout comme la névrose, pour Freud par exemple, pour le père de la psychanalyse, c'était un problème de santé mentale qui s'attaque à des normaux, à des gens qui travaillent, qui ont famille, qui ont une vie courante, ordinaire, comme tout le monde. Ça peut tomber sur n'importe qui. En général, une personne sur 5 ou une personne sur 4, ça dépend de la façon de compter, va, une fois dans la vie, tomber en dépression ou, de manière plus large, dans une anxiodépression. Parfois, l'anxiété et la dépression se mélangent dans les diagnostics. Ils ont tendance lourde. La dépression et l'anxiété sont de plus en plus en train de se mélanger. Et peut-être que dans les prochaines années, on va voir arriver une nouvelle maladie, une nouvelle catégorie psychopathologique qui va s'appeler anxiodépression. Parce que les problèmes de santé mentale changent, évoluent. La dépression, dans les années, jusqu'à la fin des années 70, était un mécanisme de défense, presque un symptôme perdu un peu dans les manuels psychiatriques. À partir des années 80, il devient une maladie vedette. C'est-à-dire c'est un syndrome, comme on l'appelle aujourd'hui, on parle moins des maladies et plus des syndromes, qui occupent une place énorme. Et notamment à cause des prévalences absolument effarantes. Mais à cause aussi des problèmes économiques qu'ils occasionnent. C'est-à-dire dans les forums de Davos, où se réunissent une fois par année toutes les riches de la planète, toutes les grands hommes d'affaires, les économistes, etc., pour voir les tendances des fonds de l'économie, ils ont parlé de la dépression comme les cancers du XXIe siècle, à cause des coûts que la dépression cause aux entreprises. Si on regarde un petit peu au Canada, selon les études les plus récentes, il y a environ des millions de personnes qui, à chaque semaine, vont avoir des problèmes au travail, ils vont s'absenter pour des raisons de santé mentale. Une autre précision à faire, c'est que la dépression n'est pas, par exemple, la schizophrénie, n'est pas une psychose, je simplifie un petit peu, il y a deux grands univers des problèmes de santé mentale. Les univers qu'on pourrait appeler des problèmes qui ont prévalence très grande et qui peuvent toucher n'importe qui. Avant, c'était la névrose. Aujourd'hui, ce sont les anxiodépressions, qui sont des problèmes de santé mentale qui vont s'attaquer à des gens qui travaillent, qui étudient, qui ont une vie normale. Il y a un autre type de problèmes, par exemple les psychoses, les troubles de personnalité graves, la schizophrénie, etc., qui vont s'attaquer, si vous voulez, à 1% de la population, c'est-à-dire prévalence très restreinte et très stable dans le temps. C'est-à-dire la quantité de schizophrènes de 30 ans en arrière et maintenant, ça n'a pas beaucoup changé. Mais dans l'ordre de ce qu'on pourrait appeler les névroses génériques, ça varie énormément. Je vous donne un exemple historique, l'hystérie. L'hystérie, par exemple, au XIXe siècle, ou la névrose au XIXe siècle, c'était des problèmes de santé mentale qui ont émergé dans un contexte social, notamment avec une famille très étouffante, avec une sexualité très répandue,
réprimée, avec une subordination des femmes et des enfants, avec des modèles patriarcals très, 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 très importants, avec une discipline au niveau du travail très forte, c'est-à-dire ce type de contraintes-là se traduisait dans un certain nombre de souffrances psychiques dont la névrose était la figure emblématique. Donc, ça vient justement confirmer votre façon de voir les choses, comme quoi c'est une maladie de société. C'est selon la société, c'est selon où on est en 2000 quel. Donc absolument. Sauf que la société a changé. C'est-à-dire, aujourd'hui, la famille n'est plus un contexte répressif comme auparavant. Non. La sexualité n'est pas réprimée, bien au contraire, elle est soutenue, même par des médicaments de performance sexuelle. Et les enfants ont plus de droits qu'avant, et les femmes sont moins subordonnées qu'avant aussi. Le travail est moins contraignant, c'est-à-dire les problèmes, ce n'est pas avoir du travail ou être précaire plutôt qu'être contraint par les conditions du travail. Et donc on a un certain nombre de changements qui sont très importants et qui de manière très naturelle doivent se traduire par de nouveaux problèmes de santé mentale. Et la dépression, c'est justement les problèmes de santé mentale qui expriment les tensions sociales contemporaines. Notamment, aujourd'hui, on vit dans un monde précarisé, c'est-à-dire où les statuts, la position sociale que chacun de nous occupe n'est pas une fois pour toujours. On sait, et on l'apprend depuis qu'on est petit, que les positions sociales sont précaires. Aujourd'hui, le travail occupe la place la plus importante dans nos vies. Les principaux identificateurs sociaux, c'est le travail. C'est pas la famille. Si quelqu'un se divorce, c'est pas ça qui va faire tomber les prestiges de quelqu'un, socialement parlant. Mais si vous n'avez pas de travail, si vous ne pouvez pas gagner votre vie, si votre travail n'est pas intéressant, là vous avez un problème. Socialement, vous ne valez pas grand-chose. Donc les grands identificateurs sociaux aujourd'hui, c'est le travail. Et la dépression, en général, je fais une 60aine d'entrevues pour le livre, elle se décline par rapport à l'univers du travail. Dans le cas de la névrose, au XIXe siècle, les contextes problématiques étaient la famille, étaient l'enfance, étaient le passé. Dans les contextes de la dépression, les contextes, c'est la performance, notamment au travail. Le fait d'avoir un travail sous-qualifié, insatisfaisant, ou ne pas avoir de travail, c'est encore pire. Donc le monde du travail, c'est en quelque sorte le contexte social qui va donner une signification à la dépression. Comment expliqueriez-vous le fait, d'après les statistiques, que les femmes sont plus nombreuses à recevoir un diagnostic de dépression? Oui, ça c'est un problème. C'est quand même très intéressant parce que c'est la même chose avec la névrose, c'est-à-dire les femmes étaient plus névrosées que les hommes et les femmes sont 2 fois plus déprimées que les hommes. C'est presque mathématique. Et quand on a fait plusieurs recherches... Est-ce qu'ils consomment plus de médication aussi? Ou non, pas forcément. Ils sont plus diagnostiqués. C'est-à-dire un homme, 2 femmes. C'est presque... Et on a fait beaucoup de recherches. Et par exemple, quand on faisait du recrutement, à chaque fois, on avait toujours 2 femmes pour un homme. Dans toutes les manières de recruter, par exemple, nous amener à ces constats-là. Les réponses sont très débattues. Évidemment, ceux qui vont pencher pour des explications de type neurobiologique vont expliquer, évidemment, les femmes sont différentes des hommes, donc voilà, l'explication est là. Mais quand on regarde un petit peu là, qu'est-ce que la dépression? La dépression n'est pas la tristesse, c'est-à-dire on peut être déprimé et ne pas être triste. C'est-à-dire la tristesse, c'est pas la passion triste, c'est pas la mélancolie, c'est pas ça. La dépression, c'est ne pas pouvoir fonctionner, c'est bloqué, c'est très fatigué, c'est les blocages de l'action. C'est les blocages de la performance. Je ne peux pas aller travailler, je ne peux pas m'occuper de mes enfants, je ne peux pas faire les choses de la maison. Déprimé, la dépression, c'est une pathologie de l'action, plus que de l'humeur, comme on dit. Mais quand on regarde un petit peu les femmes aujourd'hui, même s'il y a eu une évolution très importante de la condition des femmes, qui fait le double emploi plus que les hommes, c'est les femmes. Les femmes doivent performer au travail, mais les femmes continuent à être plus responsables des enfants et aussi de la maison, mais aussi de l'entretien des rapports, des relations sociales autour de la famille. Donc les femmes continuent à avoir un supplément de travail qui est aujourd'hui vu comme travail. C'est-à-dire une mère doit s'occuper des enfants de manière presque professionnelle. Ça ne suffit pas d'aimer un enfant, il faut être une bonne mère, il faut avoir des habilités
parentale. Et ça, on l'apprend. Il y a des livres pour ça. Il faut, disons, les rapports de parentalité sont devenus de plus en plus techniques. Donc ça devient presque un travail. Et dans un travail, on performe. L'amour ne suffit pas. Et quand ça ne fonctionne pas, c'est évidemment la responsable, celle qui se sent responsable, c'est la mère. Donc, si c'est ce que j'ai soutenu dans mon livre, si la dimension du travail ou de la performance au sens général, c'est la dimension qu'il faut mettre en rapport avec la dépression de manière plus ou moins étroite, les femmes sont souvent 2 fois plus soumises à ce type de pression-là parce qu'ils doivent faire preuve de performance au niveau professionnel, mais aussi au niveau domestique, de manière très très importante, avec beaucoup plus d'obligations parce qu'aujourd'hui les femmes travaillent et ne sont pas seulement à la maison. Vous parliez dans l'autre segment qu'on a fait avant, justement, de la façon dont on essaie de démystifier la santé mentale, la dépression. On dit que c'est une maladie, c'est comme un cancer, on ne veut pas juger quelqu'un. On comprend la bonne volonté, entre guillemets. Il faudrait voir s'il y a de la bonne volonté, parce que vous disiez quand même que la médication est très, très prescrite et c'est de plus en plus important au moment où on se parle. Quelle serait peut-être la bonne façon de présenter les choses ou si on a une bonne piste justement de comment est-ce que d'abord est-ce qu'on est assez mature pour pouvoir bien expliquer c'est quoi la dépression? Peut-être qu'on n'est pas encore rendu là comme société, mais sinon avez-vous des pistes de solutions pour mieux vendre en tout cas? En fait, il faut regarder l'histoire. Les névroses dont Freud nous a parlé énormément, il a écrit énormément de choses, ne sont pas disparues parce que la thérapie psychanalytique a guéri les névrosés. Ils sont disparus, pas complètement, mais comme maladie emblématique psychologique, parce que la famille a changé, parce que la société a changé. Si nous, on continue à faire de la performance les seuls identificateurs sociaux de tout et chacun, la dépression va continuer à avoir des prévalences élevées. Il n'y a rien qui va changer, même si on prend des médicaments. Tout ce qu'on va arriver à faire à l'échelle sociétale, c'est d'avoir une société qui prend beaucoup de médicaments et pour contrôler les symptômes et qui déprime beaucoup. Donc, la seule chose qu'on va avoir réussi à faire, c'est de faire travailler beaucoup de gens dans les compagnies pharmaceutiques en produisant des médicaments. Il ne faut pas oublier, même si ce n'est pas l'explication générale, le fait que, je vous disais tout à l'heure, les antidépresseurs, c'est les premiers médicaments presque consommés au Canada et les deuxièmes au Québec. C'est un enjeu économique énorme. Oui. C'est pas un détail. Ça fait partie de l'équation. Ça explique pas tout. Mais il y a aussi toute la question de la facilité qu'on a aujourd'hui à poser un diagnostic. Aujourd'hui, on peut poser un diagnostic dans 15 minutes sans aucun problème. Et il y a une sorte de complicité entre tout le monde. Parce que quand on reçoit un diagnostic, on est soulagé, on est éduqué dans la médecine. C'est-à-dire, pour nos sociétés, la médecine a un prestige qu'on n'avait pas dans d'autres sociétés. Ouais. La parole d'un médecin, c'est quelque chose on lui fait confiance. Ah, absolument. Mais en même temps, il y a un manque de temps. Donc, jusqu'à quel point ça serait à mettre en... Justement, on devrait s'arrêter à se poser la question, comment se fait-il que quelqu'un qui est un médecin généraliste avec toute la bonne volonté du monde, dans 15-20 minutes peut nous poser un diagnostic, et peut nous donner un médicament, et c'est une procédure qui est tout à fait standardisée. Donc il n'y a pas forcément un travail de réflexion, d'écoute, il n'y a pas de thérapie ou de psychothérapie comme telle. Les problèmes dont la personne souffre n'intéressent à personne. Ce qui intéresse, c'est de compter les symptômes parmi une liste de 9, trouver les 5 qui permettent de passer à la prescription, et tout le reste, tout ce qui est social, tout ce qui est relationnel, est évacué de manière absolue. Et c'est ça qui pose problème. C'est très intéressant. C'est à poursuivre. En fait, la piste est à poursuivre, mais c'est une bonne idée de peut-être de se poser des questions comme société, puis de se rendre responsable de ça aussi, comment on peut voir les choses différemment. Puis c'est un changement complet. Mais merci beaucoup d'avoir été des nôtres. C'est déjà tout le temps qu'on a eu, mais c'est vraiment intéressant. On vous réinvitera éventuellement. D'accord. Merci à vous de m'avoir invité. C'était très plaisir. Merci Marie de nous avoir amené cet invité. C'est un début. Avec M. Marcel Otero, on peut commencer notre réforme sociale. On peut rappeler le titre du livre en terminant. Oui, les gens absolument. qui voudraient se le procurer peuvent justement lire plus amplement vos propos. Alors, le beau titre est L'ombre portée, l'individualité à l'épreuve de la dépression, et c'est publié à Boréal. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres à la Folie Douce. Merci à vous. Bonne continuité. Merci, à la prochaine. Merci Marie, à la prochaine.
C'est beau, Pierre. Jen, c'est toi qui fais l'harmonia? Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Marie Casey s'en est allée. Dans un banc de neige, on l'a retrouvée. Marie, t'aurais pas dû partir. Mais moi, quand je veux déguerpir, j'ai un cric, un jack s'il faut changer la roue, puis une jerrycan. Juste au cas où, j'ai un cric, un jack s'il faut changer la roue, puis une jerrycan. Juste au cas où, une tuque, des mitaines, deux paires de bas. Des allumettes, du chocolat. Des allumettes, du chocolat. Une lampe de poche, des piles d'extra. Mon amour, je n'ai pas besoin de toi. J'ai un cric, un jack s'il faut changer la roue, puis une jerrycan. Juste au cas où, j'ai un cric, un jack s'il faut changer la roue, puis une jerrycan. Juste au cas où, même par moi-même indépendant. À moins 40 quand ils vendent. Un bon café pour la route. J'ai un cric, un jack s'il faut changer la roue, puis une jerrycan. Juste au cas où, j'ai un cric, un jack s'il faut changer la roue, puis une jerrycan. Juste au cas où, quelques barres de granola, un bouquin de castaneda, ma bouteille d'eau, mon couteau suisse, en cas d'urgence, du cannabis. J'ai un cric, un jack s'il faut changer la roue, puis une jerrycan. Juste au cas où, j'ai un cric, un jack s'il faut changer la roue, puis une jerrycan. Juste au cas où, yeah. Changer la roue, puis une jerrycan. Juste au cas où, j'ai un cric, un jack s'il faut changer la roue, puis une jerrycan. Juste au cas où, j'ai un cric, un jack s'il faut changer la roue, puis une jerrycan. Juste au cas où, j'ai un cric, un jack s'il faut changer la roue, puis une jerrycan. Juste au cas où. Ne t'inquiète pas, reste ici. Chez nous, je réchaufferai le lit. Serre ta pelle, sois sans souci. Je serai jamais ta Marie Casey. J'ai un cric, un jack s'il faut changer la roue, puis une jerrycan. Juste au cas où, j'ai un cric, un jack s'il faut changer la roue, puis une jerrycan. Juste au cas où, j'ai un cric, un jack s'il faut changer la roue, puis une jerrycan. Juste au cas où, j'ai un cric, un jack s'il faut changer la roue, puis une jerrycan. Juste au cas où. Serre ta pelle, sois sans souci. Je serai jamais ta Marie Casey. Vous désirez communiquer avec l'équipe de Folie Douce par téléphone? Rien de plus facile. Composez le 514-990-9604. On poursuit donc à l'émission avec le sujet que Pierre nous a amené en début d'émission. On poursuit donc avec définir l'égoïsme, oui. Pierre, en compagnie aussi de Justin. On va te laisser... On ne sera pas égoïste, on va te laisser ton moment d'égoïsme. Tu vas me laisser mon temps de micro. Alors, maintenant, je vais poursuivre avec un autre article écrit par Mme Isabelle Taube, qui est psychologue française, sur le site psychologie.com. L'article est intitulé « L'égoïsme a aussi du bon ». Elle nous dit, avec la crise, les valeurs collectives telles l'altruisme, la solidarité, l'entraide et la compassion ont de nouveau la cote, même si nous ne réussissons pas toujours à les mettre en pratique. L'égoïsme apparaît plus que jamais comme un vilain défaut. Pourtant, à petite dose, il se révèle parfois nécessaire. Par exemple, la fameuse phrase, je vais vous parler de Caroline. La fameuse phrase « Tu peux me rendre service ?» Caroline ne peut entendre cette petite phrase sans se sentir agressée. Ses traits se crispent, son regard se durcit. Qu'est-ce qu'on va encore lui demander? Qu'est-ce qu'on veut lui voler? Son argent, son temps? Comme la majorité des égoïstes, Caroline refuse d'admettre
qu'elle est. Les égoïstes, ce sont les autres, avec leurs demandes qui l'empêchent de se consacrer à elle et à son bien-être autant qu'elle le souhaiterait. Contrairement à ce qui se dit trop souvent, le grand égoïste n'est pas heureux. S'intéressant trop à son moi, il s'investit peu dans ses relations aux autres. Il tombe même rarement amoureux. Peu touché par les drames qui bouleversent le monde, il a la sensation angoissante que ses propres problèmes sont les plus graves qui puissent exister. Il s'enferme dans une situation d'isolement qui l'expose à la dépression. Maintenant, une question de culture. L'égoïsme et son contraire, l'altruisme, sont dans une certaine mesure affaires de culture. L'individualisme de nos sociétés nous pousse à nous chouchouter nos petits moi, à cultiver nos singularités. Il nous offre un maximum de liberté, mais en cas de coups durs, comme le chômage, les séparations, la maladie, il nous rend plus vulnérables que ne le sont les membres des sociétés collectivistes, puisque nous ne pouvons alors compter que sur nous-mêmes. À l'opposé, certains ont pu découvrir, par exemple, lors de vacances dans le Maghreb, l'hospitalité de villageois berbères possédant le strict minimum, mais prêts à offrir le thé, la galette et le couscous sans rien demander en échange. Dans les sociétés collectivistes où c'est le « nous » qui compte, l'égoïsme est nettement moins fréquent. Celui qui peut, celui qui a, qui donne sans se poser de questions. Mais c'est le contraire aussi. La force du groupe, ça peut peser sur quelqu'un aussi. Oui. Oui. Mais en tout cas, Mme Taube poursuit en nous disant que nul ne naît altruiste. Que nous soyons nés dans une société collectiviste ou individualiste, durant nos premières années, nous sommes tous de petits narcisses, ne songeant qu'à leur plaisir immédiat. Aucune gratitude pour ceux qui nous font du bien. Ils nous le doivent et ils ne nous intéressent qu'en fonction de leur utilité pour notre moi. Cet égocentrisme fait partie du développement normal. D'ailleurs, chez le jeune enfant, il a son utilité. Il permet d'accéder à la conscience de soi et c'est un préalable indispensable à l'estime de soi. L'enfant sort de son univers mental égocentrique vers 7 ou 8 ans. Avec la reconnaissance de l'autre, la capacité progressive à éprouver de l'empathie et l'aptitude à se montrer curieux d'autrui. Certains pourtant conserveront toute leur vie une forte tendance à ne s'intéresser qu'à eux-mêmes et à se prendre pour le centre du monde. Le futur grand égoïste est généralement enfant unique ou le chouchou de la famille. Il est rarement issu d'une famille nombreuse. Il est adulé par un entourage béat, s'extasiant sur ses moindres faits et gestes, prêt à sacrifier sa tranquillité et sa liberté pour lui. Il en conclut logiquement que son moi est vraiment le plus intéressant qui soit. Mais s'il est une étape cruciale dans le rapport au don et à l'échange avec autrui, tenez-vous bien, c'est l'apprentissage de la propreté sur le pot. Jusqu'alors, c'est toujours l'enfant qui réclame soit de l'aide, de l'attention ou à manger, etc. Là, la situation se renverse. Les adultes lui demandent de faire, de produire quelque chose. Or, des parents qui exigent trop autoritairement les produits de l'intestin de leur enfant, comme s'il s'agissait d'un dû, l'inciteront à se sentir agressés par toute demande. Bien, merci beaucoup pour ce sujet en 2 blocs, justement, l'égoïsme, on pourrait en parler longtemps, finalement. Oui. Merci beaucoup, Pierre. Mais d'ailleurs, je reviendrai dans une prochaine émission parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Merci, Chelin, aussi. On continue en chanson, l'émission Folie douce. My bike ride around your neighborhood, letting my feet do what I know they should. I'm crossing the lines of your magnetic borders. If you don't mind, I think I'll stay in your body.
Vous voulez mieux nous connaître et communiquer avec nous? Visitez notre site Internet au www.antenne.qc.ca, antenne.qc.ca. Quelques secondes donc pour terminer cette émission de Folie douce en compagnie de Ghislain Malo et Pierre Laporte, votre choix musical. Ghislain, on va faire la nomenclature ensemble. Alors, on a écouté en début d'émission en moins d'une seconde. De Melon Gaïa. Oui, on a écouté aussi Compte à rebours. De Syncope. Oui, faites-en pas une. Syncope. En l'écoutant, c'est plutôt intéressant comme chanson. On a écouté aussi Jerry Can en deuxième demi. Annick Granger. Et à l'instant, In Your Body. De Ariane Moffat. Merci beaucoup pour votre choix musical. À Merci. toi et Pierre. Merci donc à Pierre pour la mise en onde. Bienvenue. Merci aussi pour tes blocs Espresso et Espresso allongé où il était question de définir l'égoïsme. On y reviendra, comme tu le mentionnais, dans une prochaine émission. Je remercie nos invités, notre invité Marcelo Otero en début d'émission et plus tard aussi en début de deuxième demi, donc qui était interviewé avec Marie Toutain aussi en collaboration. Il est auteur et sociologue en santé mentale. C'est intéressant de sa façon de voir les choses. Ouais. Ça nous amène une autre optique en fait qui est intéressante à connaître au niveau de la santé mentale. Merci beaucoup à tout ce monde-là. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine et à la prochaine Folie douce. Au revoir. Bop